Bonsoir à tous, vous regardez le dernier point d'information de RTIA. Ouverture ce lundi à Genève de l'Assemblée de l'Union interparlementaire. La rencontre, la 149e du genre, va mener des réflexions pour l'innovation et la paix dans le monde. Dans son discours inaugural, Adama Bictogo a appelé tous les participants à œuvrer pour un monde harmonieux. Le corps enseignant qui menaçait de faire grève demain mardi et pour une durée de 72 heures a décidé de dialoguer à la faveur de la trêve sociale instaurée depuis 2022. Nous verrons dans cette édition ce que les enseignants ont engrangé de positif en acceptant la main tendue du gouvernement. Et puis, face à la crise qui secoue en ce moment le milieu estudiantin, la rédaction de RTI1 lance ce soir un coup de projecteur sur l'Université de Mans, un cadre polytechnique qui offre depuis 2015 un environnement estudiantin sans syndicat et une vie associative réglementée. Merci de regarder RTI1 et on démarre ce journal avec les activités du président de l'Assemblée nationale. À Genève, Adama Bictogo participe à la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire qui s'est ouverte ce lundi. Les 180 parlements de l'institution ont décidé de plancher sur la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable. En marge des travaux, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a mené quelques rencontres bilatérales. Le compte-rendu de Marie-Chantal Akandan, notre envoyé spécial. Genève, en Suisse, sur les bords du lac Léman, s'ouvre ce 14 octobre la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire, UIP. Des milliers de participants se concentrent sur des thèmes essentiels liés à l'avenir pacifique et durable de la planète, avec un accent particulier porté sur l'innovation scientifique et technologique, sous une température de 14 degrés. Les discussions réunissent des délégués du monde entier venus représenter divers parlements et organes statutaires de l'UIP, notamment le conseil directeur, les commissions et forums. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, dans son discours, a souligné l'importance pour les parlements d'adopter des technologies avancées afin de faire face aux défis globaux. Il a mis en avant l'exemple de son pays en matière d'utilisation responsable de la science et de l'intelligence artificielle pour renforcer la coopération internationale et promouvoir la stabilité mondiale. Pour nous, Africains, qui disposons d'une jeunesse, d'une population très jeune, cette révolution technologique doit être utilisée dans certains secteurs vitaux au niveau de nos États. C'est pourquoi mon pays, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, s'est engagé à mettre l'innovation et la technologie au cœur de sa politique de développement dans plusieurs secteurs, notamment au niveau de l'agriculture, de la santé, de l'éducation et de la sécurité. C'est aussi pour cela que nous avons engagé la politique de formation de la jeunesse, parce que cette nouvelle technologie a besoin d'une population bien formée. Le président de l'Assemblée nationale a également plaidé pour l'élaboration de lois protectrices, notamment en matière de protection des données personnelles et de lutte contre la cybercriminalité. Il urge de mettre au centre de cette avancée technologique l'humain, en donnant in fine une conscience à la science, en l'humanisant. C'est pourquoi je crois fermement que tous ces progrès technologiques doivent être encadrés. Cet encadrement passe par l'élaboration de législations qui garantissent l'équilibre entre les innovations scientifiques et la préservation des valeurs et des droits humains. À cet effet, la protection de la vie privée, l'éthique dans l'utilisation des données, la lutte contre les inégalités numériques sont autant de responsabilités que nous, parlementaires, devons mettre au cœur de nos actions. En parallèle des travaux de l'Assemblée, des rencontres bilatérales ont eu lieu, notamment entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et son Excellence M. Sakra Gobash Al-Mahri, président du Conseil fédéral des Émirats arabes unis, pour discuter des tensions au Moyen-Orient. Avec plus de 1000 participants attendus, les travaux de cette assemblée se poursuivront jusqu'au 18 octobre prochain.
Mission fructueuse pour la Côte d'Ivoire à la 9e édition du Bridge for Cities à Vienne en Autriche. La délégation ivoirienne était conduite par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Nabagné-Koné a aussi échangé avec de potentiels investisseurs dans plusieurs domaines. Le compte-rendu de Sephora Zegui. Le rideau est tombé sur la 9e édition du Bridge for Cities à Vienne en Autriche. Pour sa première participation, la délégation ivoirienne a noué d'importants partenariats pour le développement urbain durable. L'OPEC Fund, le fonds d'investissement des pays pétroliers au sein de l'OPEP, a ouvert le bal en s'engageant à créer un cadre formel de collaboration pour le financement des initiatives dans le développement urbain. Ensuite, l'ONIDI et la Banque africaine de développement se sont engagés à leur tour. Aux côtés des institutions de développement, le ministre Bruno Koné a eu de fructueux échanges avec de potentiels investisseurs dans les domaines de la construction, la route et des énergies renouvelables. Nous sommes une entreprise autrichienne qui est vraiment engagée dans la gestion des déchets. Nous avons vu une dynamique en Côte d'Ivoire et ici avec le ministre, nous avons discuté des opportunités et tout ce qu'on peut faire pour supporter la Côte d'Ivoire. Le chef de la délégation s'est réjoui des retombées de la mission. Nous repartons, je dois dire, très satisfaits de cette visite. La moisson est bonne. Bien entendu, ce genre de mission requiert derrière un suivi. Et nous avons des mécanismes qui vont permettre qu'une suite favorable soit donnée à chacune des rencontres que nous avons eues ici, à chacune des préoccupations qui ont été exprimées, à la fois par nous et par nos interlocuteurs. Après Paris, Addis Abeba et Vienne, la Côte d'Ivoire s'apprête à prendre part au Forum mondial de l'urbanisme au Caire en Égypte. Une offensive diplomatique qui porte ses fruits dans le positionnement de la Côte d'Ivoire à l'international sur les grands enjeux de l'urbanisation. Et ici, à Abidjan, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a ouvert le débat ce lundi sur les enjeux du marché du vivrier en Côte d'Ivoire, un secteur crucial pour l'économie locale et la sécurité alimentaire de notre pays. Devant les conseillers, le ministre du Commerce et de l'Industrie a rappelé l'importance de consommer nos produits locaux, notamment les produits de saison. Souleymane Diarra-Souba soutient que la pratique reviendra à promouvoir l'économie nationale, voire plus loin la souveraineté alimentaire. Éric Goré. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réflexion sur la stratégie mise en place par le gouvernement ivoirien pour assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire. Devant le Conseil économique, social, environnemental et culturel, Souleymane Diarra-Souba a pendant 2 heures salué les performances de la Côte d'Ivoire en matière du vivrier. Moment d'échange avec le président Akaolé, président du CESEC, et les conseillers de l'institution. Ce qui est utile pour nous, c'est l'exercice de notre mission fondamentale, celle d'être une chambre consultative, celle de faire de la réflexion, celle de disposer des informations utiles pour la population. C'est ainsi que nous avons eu, dans ce domaine qui est extrêmement important, on parle de vivrier, mais au-delà, il faut savoir que c'est la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire qui nous intéressent. Il nous revenait d'aller également avoir cette rencontre afin d'avoir tous les éclairages nécessaires pour que nous puissions présenter un avis qui soit le plus pertinent possible. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a salué la politique exceptionnelle du président de la République pour relancer ce domaine. Le gouvernement met en œuvre une politique, une stratégie faite pour augmenter ses capacités ou faciliter l'accès des produits vivriers faits aux populations, notamment à travers des mesures structurelles qui sont mises en place pour augmenter le niveau des productions et en intégrant les volets transformation et commercialisation dans une chaîne de valeur globale, à l'effet de renforcer le dispositif portant en fait sur la logistique et tout ce qui concerne le mécanisme en fait de distribution physique ou électronique en fait des produits vivriers. Cette rencontre avait pour thème le marché du vivrier en Côte d'Ivoire, enjeux, défis et perspectives.
Dans notre pays, la journée internationale de la fille a été célébrée ce lundi. La rencontre organisée conjointement par une ONG et l'UNESCO a été marquée par des allocutions et des échanges sur plusieurs thématiques. La présidente du Sénat qui a pris part aux festivités était accompagnée de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On retrouve la correspondance de Kader Sogodogo. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro, cadre de la célébration de la Journée internationale de la fille. Marraine de l'édition 2024, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Kamissouko Kamara. Une célébration marquée par des échanges sur diverses thématiques, notamment les enjeux de l'éducation des filles, la prévention et la gestion des grossesses précoces et le soutien des familles et de la société à l'essor des filles. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nancédé Batouré, qui représentait à cette célébration la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, revient sur les efforts du gouvernement en faveur des filles. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir en 2011, a placé l'éducation de la jeune fille au cœur de sa priorité. Le gouvernement travaille sans relâche pour garantir que chaque fille ait accès à une éducation de qualité, qu'elle puisse grandir en bonne santé, à l'abri de toute forme de violence et de discrimination. Les filles pourront compter sur le soutien sans faille de leur marraine. Le Sénat de la République de Côte d'Ivoire apportera toujours son soutien au gouvernement, aussi bien dans la mise en œuvre de sa mission de législation que de celle du contrôle de l'action gouvernementale pour plus de justice, d'égalité et d'équité, afin de garantir à la jeune fille son droit à l'éducation, à la protection et à la sauvegarde de son intégrité physique et morale. La Journée internationale des filles a pour objectif de lutter pour la protection des droits des petites filles et des adolescentes confrontées à des difficultés spécifiques liées à leurs conditions d'enfants et de personnes de sexe féminin. Cette cérémonie a été organisée par l'ONG Voix des filles et placée sous le haut patronage de l'UNESCO. Je vous le disais il y a quelques instants, instaurée en 2022, la nouvelle trêve sociale entre le gouvernement et les syndicats des travailleurs a encore de beaux jours devant elle. Une accalmie qui permet au gouvernement d'œuvrer au bien-être des travailleurs, notamment les enseignants. 2 ans après sa mise en œuvre, qu'est-ce que les enseignants ont gagné à travers le dialogue social? Retour sur quelques acquis de cette intermission en faveur des agents du secteur éducation-formation avec Serge Coléa. C'est en 2022 que le gouvernement renouvelle la trêve sociale avec les organisations syndicales pour une durée de 5 ans. Dans cette nouvelle dynamique du dialogue social, les syndicats s'engagent à permettre la mise en œuvre du programme social du gouvernement. À son tour, le gouvernement prend l'engagement de poursuivre l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État, au nombre desquels les agents du secteur éducation-formation qui représentent plus de 60% de l'effectif. Les avantages de cette trêve ne se font pas attendre. Le 6 août 2022, le chef de l'État annonce la prime exceptionnelle, dite prime ado. Sur le front social totalement calme, les enseignants continuent de glaner des acquis. À partir de la rentrée scolaire 2024-2025, les directeurs d'école recouvrent leur droit de participation à la vie syndicale et les cours de mercredi sont supprimés. Au niveau de l'enseignement préscolaire et primaire, il y a un réaménagement de l'emploi du temps hebdomadaire. Les cours se dérouleront le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Nous sommes des enseignants, des syndicalistes très heureux, très satisfaits, parce que Madame la ministre vient de prendre des décisions très importantes. Avant cette réunion de rentrée, déjà elle avait pris un arrêté suspendant l'interdiction de participation des directeurs d'école à l'activité syndicale. Bon, ça c'était super. Et puis nous arrivons ici, aujourd'hui, à cette réunion de rentrée. Elle ferme la bouche à tout le monde. Les cours de mercredi sont annulés. C'est super. Comme quoi, tout peut s'acquérir dans le dialogue et la négociation.
En matière de discussion, la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il faut venir écouter les supérieurs. Parce que c'est par eux, c'est par là que viendra la solution à nos préoccupations. Je voulais vous rassurer, le MIDD n'est pas en grève. Faites confiance à Madame la ministre et faites confiance à votre structure syndicale et faites confiance à votre leader qui est véritablement engagé pour que vous ayez la prime sans qu'on ait à manifester des états d'humeur. Au vu des avantages du dialogue, la ministre Mariatou Kone appelle les syndicats à surseoir à leur grève prévue à partir de ce mardi 15 octobre. Elle les invite à regagner la table de négociation. Sur le sujet, je vous propose d'écouter le communiqué du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il est lu par Éric Goré. Depuis sa prise de fonction le 6 avril 2021, Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariatou Kone, fait de la concertation et du dialogue avec les partenaires de l'école son credo. Dans le cadre de sa politique axée sur la responsabilité citoyenne visant à construire un environnement scolaire paisible et propice à l'enseignement. Apprentissage, elle a abrogé l'arrêté numéro 041 du 12 mars 2019 portant interdiction aux directeurs d'école primaire d'assumer des responsabilités syndicales de premier plan. Elle a, dans le sens de l'amélioration des conditions de travail des enseignants, procédé à la suppression des cours du mercredi à compter de l'année 2024-2025. Les heures perdues de ce jour ayant été reparties sur les 4 jours ouvrables pour respecter le quantum horaire. Attentive aux préoccupations des personnels du secteur éducation-formation et soucieuse de leur bien-être, elle s'est ainsi toujours montrée disponible et ouverte à leurs sollicitations et revendications. Dans la procédure syndicale, un préavis de grève est un appel à la négociation. En la matière, les négociations ont été ouvertes à la fois au niveau des collaborateurs du ministre qu'au niveau de Madame le ministre elle-même, qui a déjà reçu les syndicats par 2 fois. La toute dernière rencontre date du dimanche 13 octobre 2024 en présence des différentes associations de parents d'élèves. À cette occasion, l'intersyndicale n'a hélas pas répondu à l'invitation. En dépit de tous les efforts de conciliation et de concertation, des syndicalistes projettent d'entrer en grève les 15, 16 et 17 octobre 2024. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, au nom du gouvernement ivoirien, tient à informer l'ensemble des acteurs que l'école reste ouverte sur toute l'étendue du territoire les 15, 16 et 17 octobre 2024, invitant les fonctionnaires et agents de l'État en service au MENA à demeurer à leur poste et à travailler. Elle réitère sa volonté de dialoguer avec tous les partenaires sociaux en vue de résoudre dans la confiance, le respect, la solidarité et l'unité tous les problèmes qui se posent à notre école. En tout état de cause, Madame le ministre, hier comme aujourd'hui, reste totalement ouverte à toute négociation en vue de préserver l'esprit de paix qui caractérise l'école depuis des années. Fait à Abidjan le 14 octobre 2024. Et qui parle d'éducation parle aussi d'enseignement supérieur. Érigée en 2015, l'Université Polytechnique de Mans assure à ce jour la formation de plus de 1000 cadres scientifiques et techniques, en l'occurrence des spécialistes du développement local, rural et communautaire, avec son taux d'inscription qui affiche les 70%, dont 30% de filles. L'UPM se veut aujourd'hui un pôle d'excellence dans le pays, un cadre paisible et propice aux études, un environnement estudiantin sans syndicat et une vie associative réglementée. Un constat de Jean-Marc Gadji. Université Polytechnique de Mans, jour de cours magistraux. Ce matin, un calme olympien règne sur cet espace de 332 hectares alloué à cet établissement public administratif d'enseignement supérieur et de recherche. À l'intérieur, 3 bâtiments excentrés aux amphithéâtres. C'est la cité universitaire. Là sont logés plus de 500 pensionnaires avec une vie estudiantine particulière. Ici, l'excellence conditionne l'entrée dans cette résidence selon le Centre régional des œuvres universitaires de Mans. Le premier critère, c'est l'excellence. Il faut d'abord être admis en année supérieure pour pouvoir rester. Au sein de l'université de Mans, il n'existe pas de syndicats. Les pochettes
sont mises à la disposition des étudiants par l'agent comptable. Et l'agent comptable, après donc, nous fait un point et les dossiers sont déposés à nos services. Une équipe constituée de monsieur le sous-directeur et toute son équipe, tous ses agents, dépouillent véritablement, fait un travail préliminaire avant de soumettre cela à la commission d'hébergement qui va venir valider. Il faut dire qu'on ne peut pas octroyer des chambres à un étudiant qui n'est pas inscrit régulièrement à l'université de Mans. Au deuxième étage du premier bâtiment de cette cité, loge Ulrich. Major de sa promotion, il doit rejoindre son unité de formation et de recherche. Délégué général des étudiants, Ulrich est l'unique intermédiaire entre ses camarades et la hiérarchie, selon les règles de l'université de Mans. Bonjour. Vous allez pas? Ça va? Ça va. Ah, Dieu merci. Bon, excusez-moi pour le dérangement. Non, c'est pas. Ok, nous sommes venus ce matin vous voir parce que moi et ma soeur étudiante, nous avons un souci. Après le cours de mathématiques, je n'arrivais pas à bien assimiler le cours. Donc je suis venu le voir s'il pouvait vraiment avoir un temps libre pour que je puisse passer le voir, s'il pouvait m'aider un peu avec quelques explications. Parce que c'est eux nos négociés, ils sont beaucoup plus formés par rapport à nous. Nous sommes en licence 2, donc eux, ce sont des négociés, on peut poser des questions, des préoccupations de notre vie scolaire. Après une dizaine de minutes d'échange, ils repartent satisfaits dans leur salle de cours. Il y a des personnes qui viennent me voir sûrement lorsque ils ont des problèmes au niveau de leur chambre, parce que parfois il peut y avoir des soucis d'électricité, des ampoules qui sont défaillantes. Je dirais que chaque jour, déjà la tâche d'un délégué, c'est d'être à l'école à 7h45, attendre jusqu'à 7h50 pour faire l'appel, pour que de 7h50 à 8h, on puisse attendre le professeur dans la sagesse, dans la discipline. Il n'y a jamais eu de cas de violence ici à l'Université de Mans. Tout se résout toujours dans la paix, dans, je dirais, la négociation. À la mi-journée, le conseil des étudiants de l'Université de Mans se réunit. Cette session regroupe plus d'une vingtaine de délégués d'amphithéâtres, de salles de travaux pratiques et dirigées. Les préoccupations des étudiants des 3 UFR, écoles et classes préparatoires, sont à l'ordre du jour. On est tous amis, mais dans la main, on travaille ensemble. Avec nos délégués, tout se passe bien. La preuve est que les élèves de la 2e année ont des entretiens avec nous, par exemple, entre midi et 2, pour nous expliquer un peu comment l'école fonctionne. L'amélioration des conditions de vie et d'études des 3075 étudiants est l'une des priorités de l'administration. Soucieux, le professeur Lassina Koulibaly, président de l'Université de Mans, multiplie les activités. Réunions et échanges demeurent sa stratégie. Ce jour, rendez-vous est pris avec des étudiants à l'amphithéâtre Alassane Ouattara, premier bâtiment érigé à son ouverture. Toute la symbolique. Vous êtes des modèles, je vous dis toujours, nous sommes les meilleurs. À l'Université de Mans, toute association ou syndicat susceptible de porter atteinte à l'ordre public est interdite, conformément à l'article 56 de son règlement intérieur. Pour maintenir le climat de paix qui nous distingue des autres, c'est que nous avons un système que nous avons appelé la médiation, qui renferme tous les acteurs. Les PAT, un représentant des PAT, un représentant des enseignants-chercheurs et un représentant des délégués, qui est le délégué général, qui nous rapporte tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté, de sorte que nous avons un traitement en ayant les 24 heures. Si ça nous dépasse, alors nous saisissons la tutelle pour en faire un traitement efficient. Donc tout ce qui permet aux enfants de se regrouper, de pouvoir bien profiler leur carrière, nous autorisons. Vous allez avoir une association religieuse, nous autorisons. Il n'y a pas d'association syndicale ici. Avec au total 1557 diplômés formés de 2018 à ce jour, l'Université de Mans mise sur l'excellence. Dans un premier temps, c'est d'apporter un corps enseignant de qualité. Ce que nous nous évertuons à faire. Dans un deuxième temps, c'est de créer un environnement où les enfants peuvent s'épanouir. C'est-à-dire un environnement propre, salubre, un environnement où il n'y a pas de violence. Troisièmement, c'est de permettre aux étudiants de pouvoir se recréer quand c'est possible. Créée en 2015, l'Université Polytechnique de Mans enregistre un taux d'inscription de plus de 70%, avec ses 94 étudiants des classes préparatoires admis dans des écoles d'ingénieurs nationales et internationales. L'UPM compte promouvoir son concept d'université sans désordre.
On change de sujet et on s'intéresse maintenant à la commission électorale indépendante CEI qui sensibilise les membres de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels. Un rappel qui porte sur la révision de la liste électorale. L'opération se déroulera du 19 octobre au 10 novembre 2024. Les garants de la tradition ont été invités à contribuer au succès de l'opération. Kader Sogodogo. La commission électorale indépendante CEI est en mission à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels CNSCT à Yamoussoukro. Il s'agit d'informer le directoire du lancement de l'opération de révision de la liste électorale et de sensibiliser ses membres à sa réussite. Il s'agit de déterminer le corps électoral pour les élections à venir, dont la plus proche est celle du président de la République. La première phase de cette opération de révision va commencer par l'enrôlement des électeurs dans tous les lieux de vote. Nous prévoyons de publier la liste électorale provisoire le 1er mars 2025. Une démarche appréciée par le président du directoire et l'ensemble de ses collaborateurs. Les garants de la tradition se disent prêts à jouer leur partition. Félicitations et continuez à œuvrer comme vous le faites, parce que l'échéance prochaine, l'élection présidentielle 2025, tous nous devons faire en sorte qu'elle soit paisible. L'opération de révision de la liste électorale se déroulera du 19 octobre au 10 novembre. Elle consiste en l'actualisation des données personnelles des électeurs, en l'inscription de nouveaux électeurs et en la radiation des personnes décédées indûment inscrites qui ont perdu la qualité d'électeur ou dont la radiation a été ordonnée par décision de l'autorité compétente. On reste avec la CEI et je vous propose justement d'écouter le communiqué de l'institution avec Didier Nguessan. La commission électorale indépendante CEI porte à la connaissance des partis ou groupements politiques que dans le cadre de la formation et de la sensibilisation des parties prenantes au processus électoral, elle organise un atelier de formation des responsables des structures de leur jeunesse respectives le mercredi 16 octobre 2024 à 9h à Robert Hotel, 6 à Abidjan Cocody, 2 Plateaux à Dien. Cet atelier de formation vise à informer les responsables des organisations politiques en charge des jeunes, des enjeux de la révision de la liste électorale et de leur en expliquer les modalités. Au regard de l'importance de cette formation, chaque entité est priée de se faire représenter par 2 personnes. Nota bene, le présent communiqué tient lieu d'invitation. Pour toute information complémentaire, prière de joindre le secrétariat permanent de la CEI au 27 22 40 09 90. Il prône la cohésion entre les militants et les cadres de son parti. Le président du directoire du RHDP est en tournée dans la région du Boclé. Sassandra Gilbert Koné Kafana effectue en ce moment une mission de mobilisation. Il s'est entretenu avec les responsables locaux et les militants du RHDP. Moussa Konaté, Richard Bao. Pour les militants du RHDP de la région du Boclé, Alassane Ouattara demeure le meilleur choix pour 2025. Par la voix du coordonnateur principal, Legré Philippe, il réaffirme leur attachement au parti. Tu vois un homme qui est arrêté et tu veux qu'il te dise qu'il est arrêté alors que tu le vois arrêter. Ça n'a pas de sens. Nous, on a dépassé ça. Donc nous sommes prêts pour la campagne. Et c'est à juste raison, nous apprécions votre démarche en arrivant ici pour nous donner des instructions en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs, les primos et tout ceci. Je voudrais vous rassurer qu'à la prochaine visite, les prochains résultats seront les meilleurs. Parce que nous, on n'est jamais les derniers, on gagne toujours. Le RHDP est résolument engagé pour les défis futurs, notamment la participation des populations à l'opération de révision de la liste électorale avec l'enrôlement massif des nouveaux votants. Pour réussir ce pari, le président du directoire appelle à la solidarité entre les cadres du RHDP de la région. Ce dont nous avons besoin, c'est l'union. Ce dont nous avons besoin, c'est la cohésion. Aussi bien vous, entre populations, vous-même, mais surtout entre nos militants et eux-mêmes, les responsables du parti. C'est pour cela que je suis venu. Pour leur dire, on ne se crache pas dessus quand on est sous la pluie. Il faut travailler ensemble.
Ce qui est important, c'est que notre parti reste debout, que nous croyons en l'avenir de notre parti. Gilbert Kafana Koné invite l'encadrement politique du RHDP de la région à s'unir autour du coordonnateur principal du Boklé. On ne peut pas avoir un bateau où il n'y a pas de chef. On ne peut pas avoir une armée sans chef. C'est pour cela que le président a décidé de désigner un coordonnateur principal dans chaque région. Et ici, dans le Boklé, c'est le ministre Légré Philippe. Un chef seul ne peut rien faire. Un chef qui repose sur une troupe dynamique, disciplinée, ira loin. Et je sais que le ministre Légré fera le travail qu'on lui demande de faire. C'est de rassembler tout le monde. Avant cette rencontre avec l'ensemble des militants, le président du directoire du RHDP s'est entretenu avec les instances locales du parti. On termine ce journal avec une note d'humour, avec un casting pour dénicher de nouveaux talents pour la spéciale Bonjour 2025 qui a été lancée la semaine dernière au sein de la RTI. Ils étaient un peu plus de 40 humoristes en herbe à candidater. Les meilleurs seront retenus pour participer à la saison prochaine. On en parle avec Laurence Kakra et Demadongui, Koné Pagasoro. Cocody, maison de la télé. Sous cette bâche, des humoristes en herbe venus des différentes communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur. Leur présence participait au casting de l'émission humoristique à succès de la RTI Bonjour 2025. Ils ont dit que ça arrivait. Donc puisqu'on est fait pour ça, on est là. On est là pour ça. Au quartier là, tout le monde dit, toi-même tu fais trop rire, tu fais trop rire. Donc rire là, il a pris pour venir ici aujourd'hui, on va manger ça ensemble. Par ordre, ces candidats à travers des histoires comiques et des blagues font montre de leur talent et de leur savoir-faire en matière d'humour devant un jury. Le jury, lui, était composé de comédiens professionnels, Adrien Koutouan, Zongo et Koro Abou. Je félicite la RTI pour cette initiative qui permet à ces jeunes de se découvrir eux-mêmes et voir la confiance qu'ils ont en eux. Les passages que nous venons de voir aujourd'hui, c'est pas mal. Ça devient pyramidal parce que au fur et à mesure, les jeunes commencent à évoluer. Bonjour est une émission de gaieté et de détente de la radio-télévision ivoirienne. Elle se tient chaque année, depuis 2006. L'humour, c'est ce que ces personnes-là ont de cher. Et la RTI, c'est la lucarne appropriée. Depuis 2006, la RTI qui a démarré avec Bonjour, pour leur donner l'opportunité chaque année. Et en 2011-2012, on a instauré le grand casting pour permettre à tout le monde, d'où qu'il se trouve, de venir et de s'exprimer. Débuté ce mercredi, ce sont plus de 40 humoristes qui ont pris part à ce premier casting de Bonjour 2025. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Russie, le chercheur français Laurent Vinatier a été condamné à 3 ans de prison ferme ce lundi. Détenu depuis le mois de juin, il est accusé de ne pas s'être enregistré en tant qu'agent de l'étranger. Ses avocats annoncent leur intention de faire appel. Et c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable soirée sur RTI A.